Bienvenue à nouveau dans Nuit criminelle. Le mystère de ce soir nous entraîne dans les couloirs silencieux de l'âme, où un simple choix se répercute jusqu'à devenir un crime auquel personne ne peut échapper. La chute d'une danseuse, le chagrin d'une sœur, l'ombre du passé, tout s'entremêle sous la douce lueur d'une salle où la musique nourrissait autrefois les rêves. Avant de commencer, rappelez-vous que chaque silence recèle une confession qui ne demande qu'à être révélée. Alors dites-moi, que feriez-vous si le passé revenait dans votre vie pour réclamer son dû? Si vous êtes prêt pour les secrets, la trahison et la douleur silencieuse de la fragilité humaine, abonnez-vous et plongez-vous dans la nuit. Servez-vous une boisson chaude, oubliez le monde et laissez le mystère commencer. Le matin, à St. Mary Mead, s'installait avec la grâce inconsciente d'un village qui croyait déjà connaître toutes les histoires qui pouvaient se dérouler à l'intérieur de ses frontières. Miss Marple se tenait devant son portail, taillant une branche rebelle de rose tardive, les yeux adoucis par la douce lumière dorée. Et puis, comme une horloge hésitant entre deux tic-tac, quelque chose dans l'air vacilla. C'était subtil, le genre de silence qui effleure la peau avant que l'esprit ne puisse le nommer. Les ciseaux de Miss Marple s'arrêtèrent en plein mouvement. Au bout de l'allée, les portes de la salle paroissiale étaient ouvertes et une musique faible s'en échappait. Une valse jouée sur un vieux gramophone. Le mardi matin était réservé à la Ladies Amateur Dramatic and Dance Society. Un groupe qui produisait généralement plus de ragots tachés de thé que de chorégraphie. Aujourd'hui, cependant, la mélodie semblait légèrement décalée. Pas dans la tonalité, mais dans l'intention. Le tempo était ralenti, comme si la main qui guidait l'aiguille était instable. Miss Marple glissa les cisailles de jardinage dans la poche de son tablier et se dirigea vers la salle, le doux crissement du gravier sous ses chaussures la transportant à travers le silence chargé. Elle n'avait aucune raison, aucune qu'elle puisse donner à haute voix, d'enquêter. Mais son intuition était sa propre convocation, et elle la suivit. À l'intérieur de la salle paroissiale, l'odeur familière du vernis et des sachets de lavande imprégnaient les panneaux de bois. Quelques femmes du village étaient rassemblées en demi-cercle, chuchotant avec ce mélange d'inquiétude et d'impatience qui n'existe que dans l'Angleterre rurale. Au centre de la pièce gisait une femme vêtue d'une robe de danse turquoise scintillante. Un bras tendu dans un geste trop théâtral pour être naturel, trop immobile pour être simplement dramatique. Sa tête reposait dans un angle inconfortable sur le sol poli. « C'est elle », murmura Madame Blitt, la femme du vicaire. « La nouvelle, la danseuse. Elle est arrivée le mois dernier seulement. C'est terrible, vraiment terrible. » Les femmes s'écartèrent légèrement à l'approche de Miss Marple, leur chuchotement s'évanouissant comme une marée qui respectait son autorité tranquille. Elle s'agenouilla juste assez près pour observer sans déranger. La robe turquoise, faite d'un tissu délicat et vaporeux, contrastait étrangement avec les planches de bois terne. Une chaussure argentée, une seule, était restée au pied droit de la femme. Le gauche était nu. Les yeux de Miss Marple, doux mais inflexibles, enregistrèrent les détails avec cette précision discrète qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Les cheveux de la femme étaient élégamment relevés, mais une mèche s'était échappée et reposait comme un mince point d'interrogation sur sa joue. Son expression ne suggérait pas une lutte, mais plutôt la surprise, une faim soudaine plutôt que violente. « A-t-on appelé le médecin ?» demanda doucement Miss Marple. Madame Blitt acquiesça. L'inspecteur Cray et le docteur Trevalian sont en route. Mais tout le monde dit, enfin, vous voyez, qu'elle a dû glisser. Ses sols sont terriblement glissants après avoir été cirés. Miss Marple toucha le bois du bout des doigts, ganté. Il était poli, certes, mais pas excessivement. Elle pencha la tête,
à l'écoute. Le gramophone était arrivé à la fin du disque et tournait avec ce sifflement doux et rythmé qui ressemble à une respiration provenant d'une autre pièce. Elle répétait seule, dit Madame Penrose, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Elle disait qu'elle préférait ainsi. Elle avait peut-être un passé professionnel. Ses costumes, très glamour, trop glamour pour des gens comme nous. Madame Price Ridley renifla bruyamment. Il ne faut pas dire du mal des morts, mais honnêtement, une femme de son âge qui se pavane comme une danseuse de revue. Son jugement inachevé resta suspendu dans l'air, froid et mesquin. Miss Marple ignora la remarque. Son regard se porta vers le coin le plus éloigné où une pile de chaises avait été repoussée, mais l'une d'elles était étrangement inclinée, comme si quelqu'un l'avait bousculée précipitamment. Et là, sur le siège, une fine traînée de teinture turquoise. Ce n'était pas une déchirure de la robe, un transfert, comme si quelque chose ou quelqu'un avait établi un contact bref, mais délibéré. Elle se leva lentement, sentant la pièce bouger avec elle. Les femmes du village la regardaient avec la révérence anxieuse que l'on accorde à quelqu'un qui voit plus que ce que tout le monde veut bien admettre. « Qui l'a trouvé ?» demanda Miss Marple. Madame Penrose leva la main avec hésitation. « C'est moi. Je suis arrivée tôt pour disposer les biscuits. Elle était juste allongée là. La musique jouait encore. » Miss Marple acquiesça. La main de la femme vêtue de turquoise était tendue, la paume légèrement recourbée vers le haut, comme si elle cherchait à atteindre quelqu'un ou à repousser quelqu'un. Des bruits de pas précipités se rapprochèrent de l'extérieur, jusqu'à ce que l'inspecteur Cray pousse les portes du hall, son manteau légèrement de travers et le visage déjà renfrogné. Le docteur Trevallian le suivait, sa trousse médicale cognant contre sa jambe. Cray jeta un coup d'œil à la scène et déclara « Elle a glissé et est tombée. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ces danseurs se poussent toujours trop à bout. » Miss Marple sentit un frisson d'inquiétude lui parcourir le dos. Trop net, trop rapide et beaucoup trop commode. Tandis que Cray aboyait des ordres et que le docteur Trevallian s'agenouillait à côté du corps, Miss Marple posa une nouvelle fois son regard sur la tache turquoise sur la chaise, la chaussure manquante, la valse interrompue. Un trouble s'était installé à St. Mary Mead, discret, subtil, mais certain. Et bien que l'inspecteur semblait déterminé à déclarer qu'il s'agissait d'un accident, Miss Marple sentait déjà quelque chose de plus sombre sous la surface. Quelque chose de délibéré. Et dehors, sans que personne ne le remarque, une légère brise souleva la porte ouverte de la salle paroissiale et la poussa vers l'intérieur avec un léger clic presque secret. Les yeux de Miss Marple se tournèrent vers elle. Quelque chose ou quelqu'un n'avait pas encore fini. Le léger clic de la porte de la salle paroissiale passa presque inaperçu pour l'inspecteur Cray, qui était trop occupé à annoncer ses conclusions prédéterminées au groupe de villageois inquiets. Mais Miss Marple tourna la tête vers le bruit avec la délicatesse de quelqu'un qui écoute le moindre souffle dans une pièce silencieuse. La porte était maintenant légèrement entr'ouverte, comme si quelqu'un avait retiré sa main, un peu trop lentement. Probablement un courant d'air, marmonna Cray lorsqu'il remarqua son regard. C'est un vieux bâtiment. Les portes ne ferment jamais bien. Bon, Madame Penrose, où étiez-vous exactement lorsque vous avez trébuché sur elle? Madame Penrose commença à donner une explication confuse, mais Miss Marple s'était déjà dirigée, lentement et discrètement, vers la porte. Elle l'atteignit et l'ouvrit un peu plus. La ruelle à l'extérieur était vide, à l'exception de quelques feuilles qui flottaient sur le gravier. Mais une feuille écrasée et déchirée gisait juste devant le seuil. Quelqu'un s'était tenu là, récemment, et était parti précipitamment. Elle referma la porte, en prenant soin de ne pas attirer l'attention.
et se retourna juste au moment où le docteur Trevallion se relevait du corps vêtu de turquoise, l'air troublé, derrière son professionnalisme. « Alors ?» demanda l'inspecteur Cray. Trevallion hésita. « Blessure au cou », dit-il lentement. « Mais pas due à une simple chute. L'angle est étrange. Et il n'y a pas de point d'impact évident à l'arrière de la tête, là où elle aurait heurté le sol. » Les yeux de Miss Marple s'adoucirent avec une sorte de confirmation sinistre. Cray serra les mâchoires. « Vous dites qu'elle a été poussée ?»« Je dis, » répondit Trevallion, « que je préfère ne pas émettre d'hypothèse avant l'examen. Mais non, cela ne ressemble pas à une chute. » Cray fronça les sourcils, mais Miss Marple vit l'étincelle d'anxiété derrière son impatience. Un accident net et net était tellement plus facile à gérer qu'un meurtre sanglant, surtout avec le village qui observait. Madame Price Ridley poussa un cri qui contenait plus de triomphe que de peur. « Je vous avais dit qu'elle causerait des problèmes, » murmura-t-elle, assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende. Les femmes comme elle apportent toujours des drames. Miss Marple ignora cette remarque. Elle se dirigea vers le gramophone, dont le disque tournait encore inutilement, émettant un léger sifflement vide. Elle souleva doucement l'aiguille, mettant fin au souffle mécanique. Les dernières notes de la valse flottaient encore dans l'air, inquiétantes et inachevées. Elle devait danser seule, dit mademoiselle Hartnell derrière un pilier, la voix à peine plus qu'un murmure. Toujours seule, elle ne s'est jamais vraiment jointe au groupe, pas une seule fois. Sa bouche se crispa avec quelque chose de plus vif que la tristesse. Un ressentiment à peine dissimulé, mais toujours vivant. Miss Marple se retourna. Était-elle très sociable avec vous autres? Les femmes échangèrent des regards. Inquiets, embarrassés, méfiants, défensifs. Le kaléidoscope des émotions d'un village où les ragots vont bon train. « Pas vraiment ?» dit Madame Blitt avec un soupir. Elle restait dans son coin. Mais il y avait de petits signes. Elle semblait parfois anxieuse. Elle regardait toujours par-dessus son épaule quand elle pensait que personne ne la voyait. « Et très... eh bien... » ajouta Madame Price Ridley avec délectation. « Captivante, sa façon de s'habiller, sa façon de se déplacer, comme si elle voulait que les gens la regardent. » C'était le cas, dit doucement Madame Penrose, mais pas avec admiration. Plutôt comme si elle essayait de voir si quelqu'un l'observait de trop près. Miss Marple absorba tranquillement ces informations. Anxiété, isolement, timidité, une professeure de danse avec un passé qu'elle gardait trop secret. L'inspecteur Cray, désormais complètement irrité par le manque d'ordre, désigna la tache turquoise que Miss Marple avait remarquée plus tôt. « Bon, qu'est-ce que c'est? Un morceau de sa robe ?»« Non, » répondit Miss Marple avant que les autres n'aient le temps de faire des suppositions. « C'est une trace de teinture. Quelque chose l'a effleuré, et non l'inverse. » Cray se raidit. « Et comment le savez-vous ?»« Parce que, » répondit-elle délicatement, « j'ai réparé plus que ma part de tissu au fil des ans. La teinture se transfère dans un seul sens lorsqu'il y a une friction récente. C'est souvent plus révélateur que des empreintes de pas. » Cray la fusilla du regard, mais son silence trahissait un respect réticent. Madame Penrose serra son sac à main, plus fort. « Pensez-vous que quelqu'un l'ait attaqué ?» Miss Marple baissa les yeux vers la femme allongée sur le sol. L'immobilité de la robe turquoise, le pied gauche nu, la délicate épingle à cheveux défaite. Il y avait de la dignité dans sa posture, mais pas de paix. « Je pense, » dit doucement Miss Marple, « qu'elle n'est pas morte seule. » Un nouveau frisson parcourut le demi-cercle de femmes. Le docteur Trevallion s'éclaircit la gorge. « Inspecteur, je vais bientôt devoir déplacer le corps, mais je préférerais que la scène reste intacte encore un peu. » Miss Marple jeta un nouveau coup d'œil vers la porte.
Il n'y a pas besoin de se précipiter. Cray leva les mains. Très bien. Tout le monde rentre chez soi. C'est désormais une affaire de police. Miss Marple, si vous voulez bien. Mais les villageois se dirigeaient déjà vers la sortie en chuchotant, se bousculant dans un tourbillon de conjectures murmurées. La salle se vida à la vitesse de conscience coupable, cherchant l'intimité. Miss Marple s'attarda. Son regard se posa sur la scène au fond de la salle, une modeste estrade recouverte de lourds rideaux de velours. Quelque chose y brillait. Elle s'en approcha, sans que Cray, occupé à prendre des notes avec impatience, ne s'en aperçoive. Au bord de la scène se trouvait la chaussure gauche manquante, argentée, délicate, mais éraflée au niveau de la pointe. Comme si quelqu'un avait fait un pas en arrière soudainement, frottant contre quelque chose de pointu. Elle la souleva avec précaution. À l'intérieur de la chaussure, coincé dans la doublure, se trouvait un fin fil d'or. Il ne provenait pas de la robe turquoise. Miss Marple pinça les lèvres. Le fil d'or appartenait à des costumes portés pour être exposés, pour attirer l'attention et parfois pour se déguiser. Elle remit la chaussure exactement là où elle l'avait trouvée et laissa son regard balayer les rideaux de la scène. Pendant un instant, elle crut voir un mouvement, un léger frémissement, comme si le lourd velours venait d'être agité. « Quelque chose ne va pas ?» demanda l'inspecteur Cray, qui venait enfin de la remarquer. Miss Marple se retourna, l'air impassible. « Je constate simplement que la scène a été utilisée récemment. »« C'est un club de danse ?» rétorqua Cray. « Bien sûr qu'elle a été utilisée. »« Oui, » répondit-elle avec une douce insistance, « mais par qui ?» Il fronça les sourcils. « Par la victime, évidemment. » Miss Marple ne dit rien. Évidemment, était le genre de mot que les hommes utilisaient lorsqu'ils souhaitaient arrêter de réfléchir. Cray soupira. S'il n'y a rien d'autre. Il y a toujours quelque chose d'autre, murmura Miss Marple. Et à ce moment-là, Madame Penrose réapparut dans l'embrasure de la porte, pâle comme du papier. Inspecteur Cray, Miss Marple, désolé, mais j'ai oublié mon parapluie et, enfin, sa voix se brisa. Il y a quelqu'un dehors, près du saule. Il observe le hall. Cray jura et partit en tapant du pied. Miss Marple le suivit plus discrètement. Madame Penrose tremblait à ses côtés. Mais lorsqu'ils sortirent dans la ruelle, l'observateur avait déjà disparu, ne laissant derrière lui qu'une autre feuille écrasée et une légère trace de parfum. Léger, vif et inconnu, flottant dans l'air frais du matin. Miss Marple inspira, plissant légèrement les yeux. Le village n'avait pas seulement été témoin d'un décès. Il avait acquis un secret. L'inspecteur Cray dévala l'allée comme un homme déterminé à attraper le coupable à coups de pas bruyants. Mais Miss Marple avançait plus prudemment, son regard balayant le sol avec le calme méticuleux de quelqu'un qui lit une page que les autres n'ont pas remarquée. La feuille écrasée près du saule marquait toujours la dernière présence de l'observateur, mais il y avait autre chose. Une empreinte dans le gravier, légère, elliptique, trop étroite pour une botte d'homme et trop définie pour une chaussure d'enfant. Un talon de femme, léger, cher, n'appartenant à personne de St. Mary Mead. Cray marmonnait déjà dans la ruelle vide. Disparu. Complètement ridicule. Ces villageois voient un insu des ombres et pensent que ce sont des criminels. Miss Marple ne prit pas la peine de le corriger. Les ombres disèrent la vérité bien plus souvent que les gens. Madame Penrose planait derrière eux comme un fil effiloché, tordant nerveusement ses doigts. Je vous jure, inspecteur, quelqu'un se tenait là. Grand. Je ne pouvais voir que sa silhouette. Mais il a disparu dès que je me suis retourné. Cray soupira de manière théâtrale. Les gens disparaissent quand on les regarde fixement parce qu'ils ne veulent pas être regardés.
Miss Marple s'agenouilla près des racines du saule, touchant l'écorce où un peu de lichen avait été gratté, révélant une marque plus pâle en dessous. Quelqu'un s'était appuyé ici, peut-être pour se pencher et observer le hall. Elle se releva gracieusement. « Inspecteur, si vous me le permettez, je pense que cette personne ne se contentait pas de nous observer. Elle voulait s'assurer que le corps avait bien été découvert. » Cray la regarda comme si elle parlait une autre langue. « S'assurer. Pourquoi ? » « Parce que, dit Miss Marple doucement, la culpabilité ramène souvent les gens sur les lieux, ne serait-ce que pour se rassurer que leur travail est terminé. » Madame Penrose eut le souffle coupé. Cray ricana. « Ce ne sont que des spéculations. Ce sont des observations, » corrigea Miss Marple, avec une politesse ferme assez tranchante pour couper du tissu. Cray se tourna vers Madame Penrose. « Rentrez chez vous, verrouillez vos portes. C'est désormais l'affaire de la police. » Mais Madame Penrose s'accrochait à son sac à main. « Je ne veux pas marcher seule. » Miss Marple lui toucha le bras. « Venez, ma chère. Je vous accompagne. » Cray semblait soulagé de se débarrasser d'elle, ignorant complètement que Miss Marple ne se détournait jamais d'une vérité en train de se révéler, mais choisissait simplement l'angle sous lequel l'observer. Elles parcoururent la courte distance qui les séparait de Myrtle Cottage, l'air vif du matin se transformant en murmure derrière les fenêtres voilées, tandis que la nouvelle du décès se répandait plus vite que n'importe quelle déclaration officielle. Madame Penrose chercha ses clés avant d'entrer. « Miss Marple, dit-elle avec hésitation, pensez-vous qu'elle a vraiment été assassinée ?» Miss Marple scruta son visage. L'hésitation, la peur, la culpabilité enfouie de quelqu'un qui en avait vu plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Je pense, dit Miss Marple, que l'absence de certitude est en soi suspecte. » Madame Penrose déglutit. Elle ne semblait pas être du genre à avoir des ennemis. Miss Marple esquissa un sourire. « Ma chère, c'est précisément ce genre de personnes qui ont souvent les ennemis les plus dangereux. » Un frémissement passa sur le visage de Madame Penrose. Miss Marple l'observera attentivement. « La connaissiez-vous avant qu'elle n'arrive au village ?» demanda-t-elle doucement. Madame Penrose cligna des yeux. « Non, pas du tout. Elle est simplement arrivée un jour et a demandé à rejoindre le club de danse. » « Et vous a-t-elle dit son nom ?»« Valérie. Valérie Gray, » quoi. Madame Penrose hésita. « Du moins, c'est ce qu'elle a dit. » Miss Marple acquiesça lentement. Elle savait que les noms faisaient partie des premières choses que les gens changeaient lorsqu'ils voulaient se cacher. Elle quitta le cottage et marcha d'un pas vif vers High Street, son esprit assemblant les fragments de la matinée. Une professeure de danse au passé glamour, des regards anxieux par-dessus son épaule, une robe turquoise trop élégante pour les répétitions du village, un fil d'or dans une chaussure argentée, et maintenant un observateur sous le saule. Le schéma était encore flou, mais les contours se dessinaient. Lorsqu'elle arriva au coin de la boucherie, elle rencontra M. Hawthorne, le receveur des postes, qui triait les sacs de courrier devant son magasin. « Ah, Miss Marple !» s'écria-t-il. « Une affaire horrible à la salle paroissiale, d'après ce que j'ai entendu dire. » Les nouvelles circulaient plus lentement par le biais du système postal que par celui des ragots villageois. « Tout à fait, » répondit-elle. « Dites-moi, Monsieur Hawthorne, avez-vous reçu des lettres adressées à une certaine mademoiselle Valérie Gray ces dernières semaines ?» Il s'interrompit au milieu d'un nœud. « Valérie Gray. Valérie Gray. » Ses yeux s'illuminèrent légèrement. « Oui, elle est arrivée jeudi dernier. Timbre étranger. Enveloppe bleue. Je m'en souviens parce qu'elle disait l'attendre avec impatience. » Le pouls de Miss Marple s'accéléra légèrement. Et y avait-il quelque chose d'inhabituel concernant l'expéditeur ? « Un hôtel, répondit-il.
À Londres. Je ne me souviens plus du nom, mais la lettre sentait légèrement. Il fronça les sourcils. Du parfum, je suppose. Miss Marple le remercia et poursuivit son chemin, l'esprit en alerte. Du parfum. La même odeur flottait près du saule tout à l'heure. Légère, vive, inconnue. Une lettre de Londres, une femme surveillée, une mort déguisée en accident. Le danger ne s'abattait pas par hasard sur les villages. Il était provoqué. Alors qu'elle traversait le parc, elle vit l'inspecteur Cray marcher d'un pas raide vers elle, l'irritation se manifestant à chaque foulée. « Miss Marple, dit-il, je dois vous demander de cesser de vous immiscer dans cette affaire. »« Je ne m'immisce pas, répondit-elle. J'observe. Vous semez la confusion parmi les témoins. Au contraire, la confusion régnait bien avant mon arrivée. » Cray serra les mâchoires. « Le docteur Trevallian veut procéder immédiatement à l'autopsie. Je vais me rendre à son logement pour chercher une pièce d'identité. »« Son logement ?» répéta Miss Marple d'un ton neutre. Où logeait-elle? Dans les chambres, au-dessus de l'ancienne boutique du tailleur. Madame Gibbs loue parfois cet espace. Miss Marple sentit son cœur s'arrêter un instant. Madame Gibbs était d'une discrétion à toute épreuve, capable de garder un secret mieux que personne. « Puis-je vous accompagner » demanda Miss Marple. « Non. »« Oui, » dit Miss Marple d'un ton aimable. « Vous pouvez marcher devant si cela vous rassure. » Il marmonna, mais ne refusa pas à nouveau. Ils arrivèrent à la boutique de tailleur, un bâtiment trapu et vieillissant dont la peinture verte s'écaillait, et Madame Gibbs ouvrit la porte avec l'expression de quelqu'un prêt à en dire trop ou trop peu, selon la personne qui posait la question. Cray sortit son carnet. « Nous avons besoin d'accéder à la chambre de Mademoiselle Gray. » Madame Gibbs hésita. Elle a payé 2 semaines d'avance. Elle n'a jamais causé de problème. Elle est calme comme une souris. Miss Marple se pencha vers elle. « Madame Gibbs, a-t-elle jamais reçu de visiteur ?» Longue pause. « Oui, » murmura-t-elle finalement. « Hier soir. Je n'ai pas pu voir son visage. » Elle jeta un coup d'œil à Miss Marple. « Mais j'ai vu sa silhouette. » Une femme. Elle portait un long manteau et un chapeau, avec une plume. Miss Marple sentit un vide s'installer sous ses côtes. Du fil d'or, du parfum, un observateur dans la ruelle, une silhouette avec un chapeau à plumes. Madame Gibbs baissa encore davantage la voix. Et la visiteuse pleurait. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. Pas de la haine, pas de la rage, quelque chose de pire, du regret. La confession de Madame Gibbs resta suspendue dans l'étroite entrée comme un fil tremblant, et l'inspecteur Cray s'en saisit avec toute la délicatesse d'un homme tirant sur une corde. Elle pleurait? Pourquoi? S'est-elle disputée avec Mademoiselle Gray? Madame Gibbs secoua rapidement la tête. Pas de cris, pas de coups. C'était calme, trop calme, si vous voulez mon avis. Le genre de calme où quelqu'un s'efforce de ne pas faire de bruit. Les yeux de Miss Marple s'adoucirent, non pas par sentiment, mais par reconnaissance. Elle avait déjà entendu ce genre de silence auparavant. Le silence de la honte qui tente de se cacher. « Et combien de temps cette visiteuse est-elle restée ici ?» demanda doucement Miss Marple. Madame Gibbs serra les lèvres, réfléchissant. « Un petit moment. 20 minutes peut-être. Elle est venue après le crépuscule. Elle est partie précipitamment. »« Précipitamment, c'est-à-dire » demanda Miss Marple. « Elle a failli glisser dans les escaliers, » murmura Madame Gibbs. « Elle s'est rattrapée à la rampe. Je ne l'ai remarqué que parce qu'elle a fait tomber des pétales de fleurs du pot qui se trouvaient sur le palier. » Miss Marple sentit un léger frémissement d'alignement. Des pétales éparpillés, un départ précipité, et plutôt, à la salle paroissiale, la feuille écrasée sous le saule. Cray tapota son stylo. « Très bien, nous devons voir la pièce. »
Madame Gibbs s'écarta à contre-cœur, leur faisant signe de monter l'escalier étroit. Le couloir sentait légèrement le polish à la lavande et les vieux imperméables. Miss Marple monta lentement, absorbant l'histoire privée inscrite dans les petits détails. Les raflures sur la 3e marche, la ligne imprécise où la peinture rencontrait le mur, une légère rayure sur la rampe en bois. Les vies humaines laissaient toujours des traces, même lorsque les gens souhaitaient disparaître. La porte de Valérie Gray était la dernière à droite. Madame Gibbs la déverrouilla et recula. La chambre était d'une simplicité surprenante. Un lit en fer simple soigneusement fait, une petite coiffeuse en bois, une armoire dont la porte était légèrement entr'ouverte, et à côté, une valise en cuir marron, solide, qui avait beaucoup voyagé. Le genre de valise qui avait traversé des frontières et des secrets. Mais malgré son apparence soignée, la pièce était empreinte d'une certaine inquiétude. Miss Marple le ressentit immédiatement. Cray, inconscient, commença à fouiller dans les tiroirs de la coiffeuse. Des vêtements, des articles de toilette, rien d'inhabituel. Au contraire, murmura Miss Marple. Elle s'était dirigée vers l'armoire. À l'intérieur étaient suspendues 3 robes. 2 pratiques, modestes, et une, soigneusement enveloppée dans du papier de soie, était une robe dorée scintillante, longue, élégante, conçue pour être vue. L'inspecteur Cray cligna des yeux. « C'est quelque chose. » Miss Marple effleura délicatement le tissu du bout des doigts. Même à travers le papier de soie, elle pouvait sentir la texture changer là où le fil d'or était plus dense. Du fil doré. Le même fil doré que celui qui était pris dans la doublure de la chaussure argentée. « Cette robe, » dit doucement Miss Marple, « a été portée récemment. »« Comment pouvez-vous le dire ?» demanda Cray. « Parce que le papier de soie présente des plis récents près de l'encolure. Quelqu'un l'a retirée, l'a portée, puis l'a remis en place à la hâte. » Cray regarda à nouveau la robe en fronçant les sourcils. « Une tenue de scène. Elle était peut-être danseuse professionnelle. Ou, dit doucement Miss Marple, elle l'était autrefois. » Madame Gibbs se tordit les mains. Elle ne m'a jamais rien dit sur son passé. Miss Marple ouvrit ensuite la valise. À l'intérieur se trouvaient des sous-vêtements soigneusement pliés, une paire de chaussures de danse et, tout au fond, une seule enveloppe ficelée. L'inspecteur Cray tendit la main pour la prendre, mais Miss Marple fut plus rapide. Elle la souleva délicatement et examina le sceau. Un timbre étranger, décoloré. Une enveloppe bleue, exactement comme l'avait décrit le receveur des postes. Elle attendait cela, dit Miss Marple. « Vous pouvez le dire ?» ricana Cray. « Oui, » répondit-elle calmement. « Parce que c'est la seule chose qui se trouve tout au fond de la valise, comme si elle voulait la mettre en sécurité tout en la gardant à portée de main. Les gens cachent les objets précieux près de ce qu'ils emportent avec eux. » Cray poussa un soupir d'impatience. « Nous allons l'ouvrir. »« Non, » dit Miss Marple d'un ton toujours doux, mais sans équivoque. « Vous n'êtes pas formé pour lire ce qu'il y a à l'intérieur. » Cray se gonfla d'orgueil. « Je suis inspecteur de police. »« Et moi, » l'interrompit Miss Marple, « j'ai passé ma vie à observer la façon dont les gens cachent les aspects d'eux-mêmes qui les effraient. Laissez-moi au moins lire la date. » Elle retourna l'enveloppe. Cachet de la poste. Londres, il y a 2 jours. « 2 jours ?» murmura Madame Gibbs. « Alors elle a dû déjà le lire ?» Miss Marple acquiesça. Et cela pourrait expliquer le changement que Madame Penrose a remarqué. Ses regards par-dessus son épaule. Sa tension. Quelque chose dans cette enveloppe l'a effrayée ou l'a forcée à agir. Cray croisa les bras. « Nous l'emporterons au poste. » Miss Marple ne discuta pas, même si elle savait parfaitement que Cray interpréterait de manière erronée tout ce qui était subtil.
Elle posa soigneusement l'enveloppe de côté. Elle s'approcha de la table de chevet. Sur celle-ci se trouvait une épingle à cheveux, identique à celle qui avait été trouvée près du corps, et à côté, un petit flacon en verre avec un bouchon en liège. Vide. Madame Gibbs fronça les sourcils. Ce n'était pas là hier. Miss Marple souleva le flacon et le renifla, légèrement. Aucune odeur, aucun résidu. Mais un léger reflet s'accrochait au verre, trop délicat pour être accidentel. « Qu'est-ce que cela peut bien être ?» demanda Cray. « Une question, » répondit Miss Marple, « qui aura plus d'importance que vous ne le pensez. » Cray s'apprêtait à répondre lorsqu'un coup sec retentit en bas, lourd et impatient. Madame Gibbs sursauta. « Ce doit être le docteur Trevelyan, » murmura-t-elle. « Il a dit qu'il inspecterait la chambre après le hall. » Cray lui fit signe de partir. Miss Marple s'attarda à la fenêtre. Elle donnait sur la ruelle étroite derrière la boutique du tailleur. La lumière du matin illuminait le gravier. Et là, presque invisible, une légère perturbation là où quelqu'un s'était tenu près du mur. Elle désigna l'endroit. « Quelqu'un a observé depuis ici la nuit dernière. » Cray regarda dehors, mais ne vit rien. Probablement des traces de renard. « Aucun renard ne porte de chaussures à talons, » dit calmement Miss Marple. Cray referma son carnet d'un coup sec. « Ça suffit. Nous allons prendre l'enveloppe, la fiole et ses effets personnels. Nous interrogerons à nouveau les membres de la société. »« Et la visiteuse ?» demanda Miss Marple. « La femme au chapeau à plumes ?»« Nous la trouverons, » répondit Cray d'un ton sec. « Si elle a de l'importance. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa. « Elle a de l'importance. » Madame Gibbs réapparut. « Inspecteur, le docteur Trevelyan dit qu'il a fait une découverte préliminaire. » Ils descendirent les escaliers. Trevelyan se tenait près de la porte, l'air inhabituellement grave. « Eh bien, » dit Cray, « qu'y a-t-il » Trevelyan regarda d'abord Miss Marple. « Le cou a été brisé délibérément, » dit-il. Cray écarquilla les yeux. « Délibérément ?»« Oui. Une torsion contrôlée. Ce n'est pas une chute, et il y a de légères marques le long de la clavicule, là où des doigts ont été placés pour la maintenir. » Madame Gibbs eut le souffle coupé. « Oh mon Dieu !» Cray se frotta le front. « Très bien. Très bien alors. Nous avons un meurtrier. Il se cache quelque part dans ce village. »« Non, » dit doucement Miss Marple. « Il ne se cache pas. » Cray la regarda d'un air perçant. « Que voulez-vous dire ?» La voix de Miss Marple était aussi douce que de la poussière qui tombe. « Je veux dire, inspecteur, que celui qui l'a tué n'a pas quitté St. Mary Mead. » Elle fit une pause, le regard distant pendant un instant, tandis que de petits souvenirs s'alignaient. Un fil d'or scintillant, un parfum près du saule, un visiteur en pleurs, un rideau de théâtre qui bougeait sans que personne ne le touche. « Et avant que tout cela ne soit terminé, » ajouta-t-elle, « une autre personne pleurera pour elle. » Les mots s'installèrent dans l'étroite entrée de la boutique de tailleur comme une brume froide, et pendant un moment, personne ne parla. Le docteur Trevelyan s'éclaircit la gorge, mal à l'aise face à ces prédictions qui suggéraient l'inévitable. L'inspecteur Cray marmonna quelque chose entre ses dents, par irritation, par peur, ou les deux, mais la vérité restait là, indéniable, car Miss Marple ne parlait pas par poésie. Elle parlait par schéma, et les schémas ne mentent jamais. Cray referma brusquement son carnet. « Bon, prophétie mise à part, nous devons découvrir qui était vraiment cette femme. Si elle ne s'appelle pas Valérie Gray, alors nous avons besoin de connaître sa véritable identité. Je vais examiner ses papiers au poste. » Il s'éloigna à grands pas, l'enveloppe sous le bras, sans se rendre compte que son allure confiante ne faisait que masquer son inquiétude grandissante. Le docteur Trevelyan le suivit, marmonnant qu'il fallait retourner voir le corps. Madame Gibbs s'attarda dans le couloir, tordant son tablier. « Miss Marple, dois-je m'inquiéter ?» Miss Marple se tourna vers elle.
la gentillesse transparaissant dans son regard habituellement perçant. « Ne vous inquiétez pas, ma chère. Soyez simplement attentive. Les gens viennent rarement dans des villages comme le nôtre, sauf s'ils recherchent la sécurité ou s'ils cherchent à se cacher. » Madame Gibbs déglutit. « Et vous pensez que mademoiselle Gray se cachait ?» Les yeux de Miss Marple s'adoucirent. « Je pense qu'elle a tout fait pour ne pas être retrouvée. » Elle sortit, l'air frais lui caressant les joues comme un doigt menaçant. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans la lumière qui baignait St. Mary Mead à présent, trop vive, trop fragile. Les villages réagissaient aux tragédies comme les organismes réagissaient aux maladies. Les chuchotements se multipliaient comme une inflammation. Les portes se fermaient plus vite, les yeux se plissaient derrière les rideaux de dentelle. Miss Marple le sentait sous ses pieds, ce passage subtil de la routine à la terreur. Et la terreur n'arrivait jamais seule. Elle se dirigea vers le parc, passant devant le monument aux morts et le banc de fer où le vieux monsieur Bunbury faisait souvent la sieste. Aujourd'hui, il était vide. Le silence régnait à l'endroit où aurait dû régner l'agitation matinale. Le village se repliait sur lui-même. Mademoiselle Hartnell se tenait près du parc, l'air complètement bouleversé. « Oh, Miss Marple, c'est terrible, n'est-ce pas? Je viens de sortir du presbytère. Tout le monde veut savoir qui elle était. Personne ne semble en avoir la moindre idée. Certains disent qu'elle était étrangère, d'autres disent qu'elle était choriste à Londres. J'ai entendu Madame Price Ridley marmonner quelque chose à propos des ennuis qui suivaient les jolies femmes comme des ombres. Honnêtement, le culot de certaines personnes. Mademoiselle Hartnell, l'interrompit doucement Miss Marple. Les rumeurs sont comme de la fumée. Elles vous indiquent qu'il y a un incendie, mais rarement où. Mademoiselle Hartnell cligna des yeux. Eh bien, oui, je suppose. Voulez-vous dire qu'il y a autre chose? Il y a toujours autre chose dans tout ce qui touche à des vies cachées. Miss Marple laissa son regard dériver au-delà de Hartnell vers le portail du presbytère. Une jeune fille, Emily Birch, la nièce du sacristain, se tenait à moitié cachée derrière la haie, fixant directement Miss Marple. Pas par curiosité, pas par peur, par culpabilité. Emily se retourna brusquement et s'éloigna précipitamment. Miss Marple enregistra calmement cette information, comme un chirurgien enregistre l'observation d'un tremblement. Elle continua à marcher le long de la pelouse vers la rue principale, où le boulanger se tenait dehors, arrangeant des scones de ses mains tremblantes. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il nerveusement. « C'est terrible, ce qui s'est passé au manoir. Tout le monde me demande mon avis, comme si je m'y connaissais en danseur. » Miss Marple lui fit un signe de tête rassurant. « Vous remarquez plus de choses que vous ne le pensez, Monsieur Copley. Avez-vous vu quelqu'un d'inhabituel dans le village ces derniers jours ?» Il se gratta le menton. « C'est drôle que vous me posiez cette question. Hier soir, peu avant la fermeture, une femme vêtue d'un long manteau est entrée. Elle n'a rien acheté. Elle a juste demandé à quelle heure se réunissait le club de danse. » Miss Marple sentit l'air se raréfier. « Avez-vous vu son visage ?» ?»« Non. Elle avait un chapeau rabattu sur les yeux. Elle parlait doucement, presque dans un murmure, mais elle était nerveuse, comme si elle voulait demander quelque chose, mais n'osait pas. « Et à quelle heure était-ce ?»« Vers 7 heures, » répondit-il. « À la même heure que la visiteuse de Madame Gibbs, si j'ai bien entendu. » Miss Marple le remercia et s'éloigna, son esprit passant en revue chaque détail comme les perles d'un chapelet. Une femme vêtue d'un long manteau, un chapeau à plumes, nerveuse, en pleurs, observant depuis le saule, des empreintes de pas au fond de la ruelle. Un fil d'or provenant d'une robe, et Valérie Gray, si c'était bien son nom, avait reçu une lettre seulement 2 jours auparavant. Miss Marple s'arrêta au coin de la rue principale et regarda vers la salle paroissiale, au loin. Quelque chose brillait près de la porte latérale, à peine visible.
Sa curiosité se transforma en détermination. Elle se dirigea vers la salle, se glissa à l'intérieur et se laissa envelopper par le silence. La robe turquoise brillait encore faiblement, à l'endroit où le corps avait gîté. Le docteur Trevallian n'était pas encore revenu pour l'emporter. Le gramophone restait silencieux, l'aiguille levée. Miss Marple traversa la pièce et monta les quelques marches menant à la scène. Elle écarta les rideaux de velours. Derrière eux, quelqu'un avait laissé tomber un petit mouchoir plié, en lin blanc. Monogrammé. Miss Marple le déplia. Une seule lettre brodée la fixait. L, pas un V pour Valérie, pas un G pour Gray. Elle porta le mouchoir à son nez et le sentit immédiatement. Le parfum? La même trace légère et prononcée que celle du saule. Il appartenait à l'observateur. Et l'observateur était sur scène hier, suffisamment près pour laisser des traces de fil d'or sur le rideau. Ce qui signifiait... Miss Marple se figea. Quelqu'un d'autre avait répété ici, pas Valérie. Quelqu'un qui portait du doré. La robe dorée dans sa chambre n'était pas la sienne. Quelqu'un d'autre l'avait portée. Quelqu'un qui était venu dans sa chambre en pleurant. Quelqu'un qui était parti précipitamment. Quelqu'un qui était revenu aujourd'hui pour observer depuis le saule. Quelqu'un dont le nom commençait par L. Miss Marple plia soigneusement le mouchoir, le glissa dans sa manche et descendit les marches. L'inspecteur Cray fit irruption dans le hall à ce moment-là, le visage rouge. « Miss Marple, vous voilà. Je viens de recevoir un message de la gare. » Il agita un télégramme. Cette lettre qu'elle a reçue, elle provenait d'une agence théâtrale. Elle était autrefois danseuse de scène et se produisait sous le nom de Lily Marquette. Miss Marple se figea. Elle, Lily, des costumes brodés de fil d'or, une partenaire peut-être, une rivale, une sœur, quelqu'un lié à son passé. D'après ce document, poursuivit Cray, elle a quitté la troupe brusquement il y a 5 ans. Des différends personnels, aucun détail. Bien sûr qu'il n'y avait pas de détails. Le théâtre n'enregistrait jamais correctement ces scandales. Il les murmurait. Miss Marple parla doucement. « Inspecteur, si son nom de scène commençait par « elle », êtes-vous tout à fait sûr que la victime était Valérie Gray et non Lily Marquette elle-même » Cray cligna des yeux. « Eh bien, elle a dit qu'elle était Valérie Gray. Les gens qui ont peur d'être retrouvés utilisent rarement leur vrai nom. » Cray fronça profondément les sourcils. « Alors qui » Miss Marple croisa son regard. « La femme au chapeau à plumes, conclut-elle. Celle qui pleurait. Celle qui observait. » Cray recula d'un pas. « Vous pensez que la visiteuse était Lily Marquette ?» Miss Marple secoua lentement la tête, d'une voix douce mais implacable. « Non, inspecteur. Je pense que la visiteuse était Valérie Gray. » Cray la fixa du regard. « Et je pense, ajouta-t-elle doucement, qu'elle est revenue pour terminer quelque chose qu'elle avait commencé il y a 5 ans. » L'inspecteur Cray fixa Miss Marple comme si elle avait bouleversé la carte qu'il prétendait comprendre. « Vous dites, balbutia-t-il, que la femme morte n'est pas Valérie Gray, mais Lily Marquette, et que la femme qui lui a rendu visite, celle qui pleurait, était la vraie Valérie Gray. » Miss Marple inclina la tête. Cela correspond à tous les éléments disponibles. La visiteuse a posé des questions sur le club de danse, portait un long manteau et un chapeau à plumes, a pleuré, est partie précipitamment, puis est revenue pour observer l'extérieur de la salle paroissiale. Un tel niveau de perturbation émotionnelle ne correspond pas à une inconnue. Cela correspond à quelqu'un qui est personnellement impliqué. Cray se frotta le front comme s'il essayait de se remettre les idées en place. Mais pourquoi la tuer? Une vieille histoire de théâtre? Miss Marple joignit légèrement les mains.
La scène peut sembler scintillante, inspecteur, mais je vous assure que ces ombres sont longues et bien réelles. La jalousie professionnelle, les disputes financières, les amants jaloux, les scandales. Tout cela peut se transformer en quelque chose de mortel. Cray poussa un soupir. Très bien. Supposons que vous ayez raison. Supposons que Valérie Gray soit venue ici sous un déguisement, à la recherche de Lily Marquette. Pourquoi St. Mary Mead? Parce que Lily s'est cachée ici, répondit Miss Marple. Sous un nouveau nom, et ceux qui recherchent la paix voyagent avec beaucoup plus de prudence que ceux qui recherchent la vengeance. Cray la fixa du regard. Vous pensez que la visiteuse est venue pour se venger? Les yeux de Miss Marple s'adoucirent avec un calme déconcertant. Non, inspecteur, je pense qu'elle est venue pour quelque chose de pire. Cray déglutit. De pire? La voix de Miss Marple se réduisit à un murmure. Le pardon. Il ouvrit la bouche, ne trouva rien à dire et la referma. Miss Marple se détourna de lui, son regard balayant une dernière fois la salle paroissiale. La robe turquoise scintillait faiblement dans la lumière tamisée. Elle en suivit le contour des yeux, remarquant à nouveau la chaussure manquante, la main tendue, la légère courbe de tension dans les doigts. Le corps d'une danseuse mourait rarement, sans raconter une histoire. Celui de Lily Marquette ne faisait pas exception. Miss Marple marcha d'un pas rapide et déterminé vers le presbytère. Le soleil avait légèrement glissé vers l'ouest, projetant une lumière dorée diffuse sur les toits du village. St. Mary Mead semblait trompeusement paisible dans cette lumière, mais sous cette apparence, les fils de la vérité commençaient à se resserrer. Alors qu'elle s'approchait du portail du presbytère, Emily Birch, la jeune fille qui l'avait observée plus tôt, faillit lui rentrer dedans, serrant une pile de feuilles de cantiques. « Oh, Miss Marple, je suis désolée, » balbutia Emily, les joues rouges. Miss Marple l'observa attentivement. « Vous semblez très bouleversée, Emily. Avez-vous entendu quelque chose ?» Les mains d'Emily tremblaient, faisant tomber quelques feuilles. « C'est juste que tout le monde en parle, et tante Clara dit que je ne devrais pas répéter les ragots, mais... » Les ragots, dit doucement Miss Marple, contiennent souvent des fragments de vérité. Qu'avez-vous entendu, mon enfant? Emily hésita, puis murmura. Madame Price Ridley dit avoir vu la danseuse se disputer avec un inconnu hier soir, près du coin, près de la poste. Miss Marple haussa les sourcils. Se disputer? Emily acquiesça. Elle a dit que c'était une femme, grande, elle portait un long manteau. Miss Marple expira lentement. Valérie Gray avait donc confronté Lily Marquette la veille du meurtre. Mais pourquoi cette dispute? Pourquoi ces larmes? Pourquoi cette surveillance aujourd'hui? Miss Marple toucha légèrement la main d'Emily. « Merci, ma chérie. Tu as été très courageuse de me le dire. » Emily s'enfuit à l'intérieur, comme soulagée d'un secret qu'elle ne pouvait supporter. Miss Marple continua à descendre la ruelle, les pièces du puzzle s'assemblant désormais avec plus de précision. Elle arriva à son cottage et trouva le portail déjà ouvert. Le docteur Trevelyan s'approcha, le chapeau à la main, l'air inquiet. « Miss Marple, pardonnez mon intrusion. J'ai terminé l'examen complet. » Miss Marple fit un geste vers le petit chemin menant à son banc de jardin. « Je vous en prie. » Ils s'assirent sous les roses tardives, qui se balançaient doucement dans la brise légère. « J'ai pensé qu'il valait mieux vous le dire directement, » dit Trevelyan. La fracture au cou était précise, trop précise pour avoir été causée par une lutte. Aucun signe de blessure défensive, aucune ecchymose sur les bras. Cela a été fait rapidement, peut-être même avec miséricorde. « De la pitié, » murmura Miss Marple. « Comme c'est intéressant. » Trevelyan cligna des yeux. « Intéressant. » Miss Marple, c'était un meurtre. « Oui, » répondit-elle doucement.
Mais tous les meurtres ne sont pas motivés par la haine. Trevelyan fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? La voix de Miss Marple prit cette clarté calme et dévastatrice qui lui était propre. Cela signifie, docteur, que quelqu'un l'a tenue doucement dans ses bras pendant qu'elle mourait. Trevelyan la fixa du regard. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un l'aurait-il tuée avec douceur? Pour la même raison que l'on briserait le cou d'un oiseau mourant, parce qu'on ne supporte pas de voir la souffrance se prolonger. Le visage de Trevelyan pâlit. Vous pensez que Lily Marquette était déjà mourante? Je pense, dit Miss Marple, qu'elle avait reçu une lettre 2 jours auparavant, lui expliquant quelque chose qu'elle ne pouvait plus fuir. Le médecin eut le souffle coupé. Une maladie. Miss Marple acquiesça. Quelque chose de progressif, quelque chose de fatal, et quelqu'un d'autre le savait. C'est pour ça qu'il y avait le flacon, murmura Trevelyan. Mais il était vide. Pas du poison, quelque chose de médical. Peut-être un médicament, acquiesça Miss Marple, mais un flacon vide suggère qu'elle en avait pris la dernière dose. Le vent tourna, apportant un léger parfum de rose et le souvenir d'un parfum qui flottait près du saule. Trevelyan se leva brusquement. L'inspecteur Cray doit être mis au courant. Il sera, dit Miss Marple, mais si vous lui en parlez trop tôt, il tirera une conclusion erronée. Quelle conclusion? Que Valérie Gray a tué Lily par pitié. Trevelyan déglutit. N'est-ce pas possible? Miss Marple le regarda, les yeux brillants d'une certitude tranquille. Non, Valérie Gray n'a pas brisé le cou de Lily Marquette. Alors qui? Miss Marple se leva. La personne en robe dorée, dit-elle. Celle qui a répété sur scène. Celle qui s'est cachée derrière les rideaux. Celle dont le nom commence par « elle ». Trevelyan la fixa du regard. Vous pensez que Lily n'était pas seule hier soir? Non, répondit Miss Marple. Et je pense que la femme qui l'a réconfortée, qui s'est disputée avec elle et qui l'observait depuis le saule aujourd'hui, n'était pas du tout Valérie Gray. Le docteur recula en titubant. Alors qui? Mais la réponse fleurissait déjà dans la voix de Miss Marple, douce et froide comme le givre. Sa sœur. Le vent fit bruisser les roses, dispersant quelques pétales aux pieds de Miss Marple. « Et si elle est venue à St. Mary Mead » murmura Miss Marple. « Cela signifie qu'elle avait déjà peur de perdre Lily une fois et qu'elle ne pouvait supporter de la perdre à nouveau. » Le docteur Trevelyan resta figé, son chapeau glissant de ses doigts sur le chemin de gravier de Miss Marple, sans qu'il s'en aperçoive. Sa sœur? Mais Miss Marple, personne n'a jamais mentionné que Lily Marquette avait une sœur. Miss Marple brossa un pétale de rose de sa manche. Les gens qui fuient leur passé parlent rarement de ceux qu'ils laissent derrière eux. Et ceux qui restent parlent rarement de ceux qui ont disparu. Le silence protège à la fois la honte et le chagrin. Trevelyan déglutit. « Vous en êtes certaine ?» Miss Marple acquiesça. Les indices pointent vers quelqu'un qui était très proche de Lily. Quelqu'un qui connaissait ses costumes, ses habitudes, ses secrets. Quelqu'un qui l'aimait suffisamment pour pleurer sa disparition et veiller sur elle. Trevelyan s'effondra sur le banc. Mon Dieu, les sœurs. Miss Marple tourna son regard vers l'horizon où un banc de nuages dérivait au-dessus des toits du village, comme un présage silencieux. Les sœurs de théâtre sont soit farouchement dévouées, soit amèrement divisées. Dans ce cas, je soupçonne les deux. Avant que Trevelyan n'ait pu parler, le bruit lointain de pas précipités vint troubler le calme. L'inspecteur Cray apparut à la porte du jardin, essoufflé et irrité, tenant un télégramme froissé. « Miss Marple » appela-t-il, « je viens de recevoir de nouvelles informations sur Lily Marquette. » Miss Marple s'avança. « J'imagine que cela complique votre compréhension plutôt que de la clarifier. » Cray fronça les sourcils.
L'agence Dickel et une autre danseuse, Lorraine Marquette, formaient un duo il y a des années. Elle se produisait sous le nom de The Marquette Sisters. Il jeta un coup d'œil au papier, fronçant les sourcils. Apparemment, Lorraine était la plus populaire. Lily a quitté la troupe brusquement après. Enfin, quelque chose s'est passé. Il plissa les yeux. Un accident sur scène? L'expression de Miss Marple devint grave. Ce n'était pas un accident. Cray cligna des yeux. Comment le savez-vous? Parce que Lily s'est cachée pendant 5 ans, répondit Miss Marple. Les gens ne se cachent pas à cause d'un accident. Ils se cachent à cause de leur culpabilité. Cray hésita. Vous pensez qu'elle en était responsable? Miss Marple secoua la tête. Au contraire, je pense que c'est elle qui a été blessée. Et Lorraine s'en est voulu. Trevelyan inspira brusquement. D'où les pleurs de la nuit dernière. Miss Marple acquiesça. Lorraine Marquette a cherché sa sœur pendant toutes ces années. Et quand elle l'a enfin retrouvée, ici à St. Mary Mead, elle n'est pas venue pour l'accuser, mais pour se réconcilier. C'est pourquoi elle est venue la nuit. Pourquoi elle a pleuré. Pourquoi elle est revenue ce matin pour surveiller le hall. Cray serra les mâchoires. Alors pourquoi la tuer? Quelle sorte de sœur fait ça? Une sœur désespérée, murmura Miss Marple, dont le chagrin avait déjà commencé avant la mort de Lily. Trevelyan se leva, perplexe. Mais le cou de Lily, brisé délibérément, comment cela pourrait-il être un acte d'amour? Le regard de Miss Marple se posa sur les rosiers. Ce n'est pas seulement l'amour qui met fin à une vie, c'est la peur. La peur de perdre quelqu'un une deuxième fois. La peur d'une souffrance prolongée. La peur de les laisser partir sans dignité. Cray ouvrit la bouche, mais Miss Marple continua, d'une voix aussi ferme que la main d'un chirurgien. La lettre que Lily a reçue il y a 2 jours, celle qu'elle a cachée au fond de sa valise, contenait des nouvelles médicales, probablement fatales, et Lorraine, l'ayant enfin retrouvée, a vu ce que la maladie de Lily lui faisait subir. Elle a vu sa douleur, sa faiblesse. Trevelyan murmura, et l'a aidée à mourir. Miss Marple croisa son regard. Oui, la miséricorde est une chose plus sombre que le meurtre aux yeux de la loi, docteur. Mais pour le cœur, la miséricorde peut parfois sembler être la seule bonté qui reste. Le visage de Cray se durcit. Je ne crois pas à ces absurdités sentimentales. Quelqu'un l'a tué avec une force délibérée. C'est un meurtre. Et j'ai l'intention de trouver Lorraine Marquette et de l'arrêter. Miss Marple soupira. Vous constaterez peut-être que la vérité résiste à vos catégories, inspecteur. Cray se hérissa. Où pourrait-elle se cacher maintenant? Miss Marple pencha la tête d'un air pensif. Elle ne se cache pas. Elle observe. Elle attend de voir ce qu'il adviendra de sa sœur, incapable de la quitter. Le chagrin enracine une personne aussi fermement que la culpabilité. Cray la fixa, exaspéré. Parlez clairement, Miss Marple. C'est ce que je fais, répondit-elle. Lorraine Marquette est toujours à St. Mary Mead. Trevelyan fronça les sourcils. Mais nous n'avons vu aucun étranger, à part la femme au chapeau. Miss Marple l'interrompit doucement. Ne cherchez pas un étranger, docteur. Cherchez une femme que le village a déjà vue, peut-être même plus d'une fois. Quelqu'un qui était suffisamment proche de Lily pour la tenir au moment de sa mort. Cray secoua la tête. Aucun des villageois ne la connaissait. Miss Marple s'approcha, la voix presque inaudible. Lorraine Marquette ne se serait jamais promenée dans le village en tant qu'elle-même. Elle se serait promenée comme quelqu'un qui passe inaperçu. Quelqu'un d'invisible. Le silence s'installa. Cray plissa les yeux. Invisible? Comme qui? Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle se tourna vers la ruelle, la scrutant avec une expression étrangement tendre. Puis, « Inspecteur, dit-elle doucement,
Vous souvenez-vous qui a prétendu avoir trouvé le corps en premier? Cray fronça les sourcils. Madame Penrose, bien sûr. Elle a dit qu'elle était venue tôt pour disposer les biscuits. Miss Marple acquiesça. En effet. Et vous souvenez-vous de sa deuxième déclaration? Cray se raidit. La deuxième? Oui, dit doucement Miss Marple. Elle nous a dit qu'elle était entrée et avait trouvé le corps gisant là. Mais elle a également dit quelque chose de très curieux. Trevelyan cligna des yeux. Quoi donc? Les yeux de Miss Marple s'aiguisèrent. Elle a dit que la musique jouait. Cray souffla. Bien sûr. Lily devait répéter. Non, inspecteur, dit doucement Miss Marple. La valse ne jouait pas. L'aiguille tournait déjà dans le vide quand je suis entré, et les gramophones ne lèvent pas leur aiguille tout seuls. Trevelyan inspira brusquement. Cray pâlit. Miss Marple poursuivit, chaque mot aussi précis que le point de suture d'un chirurgien. Celui qui a tué Lily a levé l'aiguille. Et Madame Penrose nous a dit qu'elle jouait, parce que c'est elle qui l'a levée. C'est elle qui est restée avec Lily. C'est elle qui a essayé de mettre de l'ordre dans la scène. Le jardin semblait s'être figé autour d'eux. Cray murmura. Miss Marple, êtes-vous en train de dire... Miss Marple ferma les yeux, le chagrin se lisant sur son visage. Oui, inspecteur, Madame Penrose n'est pas du tout Madame Penrose. Trevelyan tituba en arrière. Miss Marple ouvrit les yeux, révélant toute la vérité. Elle est Lorraine Marquette. Elle vit dans le village depuis des semaines sous ce nom. Elle surveille sa sœur, elle prend soin d'elle, elle se cache à ses côtés. Cray eut le souffle coupé. À la vue de tous, répéta Miss Marple. Et maintenant que Lily est morte, elle se prépare à disparaître à nouveau, cette fois pour de bon. Comme si ces mots l'avaient invoqué, une silhouette floue bougea au bout de la ruelle. Une femme. Un chapeau rabattu sur les yeux, un manteau bien serré, s'éloignant. La voix de Miss Marple se fit plus grave. Et si nous n'agissons pas rapidement, elle disparaîtra à jamais dans son chagrin. La silhouette au bout de la ruelle s'arrêta, comme si une voix intérieure l'avertissait qu'elle était observée. Miss Marple sentit l'air changer, le village tout entier retenant son souffle. Lorraine Marquette, toujours vêtue des habits empruntés à Madame Penrose, serra son manteau et s'avança d'un pas vif, sans se presser, sans courir, mais avec la détermination de quelqu'un qui a pris une décision irrévocable. L'inspecteur Cray réagit le premier, mais comme d'habitude, sans réfléchir. « Là-bas, arrêtez-la !» hurla-t-il, en se précipitant dans l'allée comme un taureau essoufflé. « Inspecteur, non !» cria Miss Marple, mais il était déjà parti. Lorraine ne se mit pas à courir. Cela, plus que toute autre chose, confirma les déductions de Miss Marple. Seuls ceux qui paniquent s'enfuient. Ceux qui sont en deuil se contentent de marcher. Le docteur Trevelyan se plaça à côté de Miss Marple. « Devrions-nous la suivre ?» Miss Marple plissa les yeux. « Nous le devons. L'inspecteur Cray va l'effrayer et la réduire au silence, et le silence est la seule chose que nous ne pouvons nous permettre. » Ils la suivirent à un rythme mesuré, sans la poursuivre, en s'approchant. Miss Marple savait que la différence était importante. La ruelle décrivait une courbe douce devant les cottages bordés de haies, avant de déboucher sur la petite prairie à la lisière du village. La silhouette de Lorraine atteignit la limite de la prairie et s'arrêta finalement sous un aubépine tordu, ses épaules se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration calme et mesurée. Cray l'atteignit le premier. « Vous là-bas, je vous ai dit d'arrêter !» Il lui saisit le bras. Miss Marple grimaça. Lorraine se retourna lentement. Et sa transformation fut immédiate. Ce n'était pas dramatique. Elle n'était pas théâtrale. Mais la femme qui avait joué le rôle de Madame Penrose pendant des semaines
laissa tomber son masque de la manière la plus subtile qui soit. Son regard devint plus perçant, sa posture plus droite, sa mâchoire se crispa avec le genre d'épuisement qui ne peut venir que d'années passées, à porter un chagrin comme une ombre. « Inspecteur, dit-elle doucement, vous me faites mal. » Cray lâcha son bras comme s'il s'était brûlé. « Vous êtes... » Lorraine Marquette, termina doucement Miss Marple en les rejoignant. Lorraine ferma les yeux, le nom tombant comme un poids qu'elle avait porté trop longtemps. « C'est qui j'étais » murmura-t-elle. Miss Marple secoua doucement la tête. « C'est qui vous êtes toujours ?» Lorraine leva les yeux, et à cet instant, Miss Marple vit tout. Les années d'insomnie, la quête, la culpabilité gravée en fines rides au coin de ses yeux. Cray déglutit péniblement. « Vous nous avez menti. Vous avez prétendu être Madame Penrose. »« Je n'ai pas menti, » dit Lorraine doucement. « J'ai survécu. Il y a une différence. » Miss Marple s'approcha. « Vous êtes venue à St. Mary Mead parce que vous aviez enfin retrouvé votre sœur. » Lorraine retint son souffle. « Elle m'a écrit. Après 5 ans, elle m'a envoyé une seule ligne. « Je suis en sécurité, je suis désolée. » Lorraine déglutit. « Je suis venue immédiatement. » Miss Marple acquiesça. « Et vous avez découvert qu'elle était malade. » La voix de Lorraine se brisa. Elle me l'a caché au début. Mais je pouvais le voir, dans sa démarche, dans le tremblement de ses mains, dans sa façon de ne plus pouvoir lever le bras au-dessus de l'épaule sans souffrir. Elle s'essuya les joues. Elle était en train de mourir. Trevalian inspira brusquement. Cray se raidit. « Et vous l'avez tuée » Le visage de Lorraine se déforma, dévasté. « Non. » Elle n'éleva pas la voix. Elle ne se défendit pas avec indignation. Elle laissa simplement la vérité sortir de sa bouche comme une confession à vif. Miss Marple prit la parole avant que Cray ne puisse détruire ce moment. « Vous vous êtes disputé avec elle hier soir. » Lorraine acquiesça lentement. Elle a dit qu'elle voulait se produire à nouveau, une dernière fois. Pas sur scène, pas devant un public. Mais seule, pour elle-même. Elle s'était entraînée en secret. Le cœur de Miss Marple se serra. La robe turquoise. Lorraine sourit avec une tristesse poignante. Sa préférée. Elle la portait quand elle était le plus heureuse, avant que tout ne tourne mal. Cray fronça les sourcils. Avant quoi? Lorraine regarda derrière lui, quelque part loin de St. Mary Mead, quelque part où il y avait des rideaux de velours, des lumières vives et des ombres où les rêves se brisaient. Lily adorait la scène, murmura-t-elle. Mais elle était fragile. Pas physiquement, émotionnellement. Elle faisait trop facilement confiance aux gens. Elle a fait confiance aux mauvais producteurs. Elle a fait confiance à un homme qui lui a promis les feux de la rampe et qui l'a ensuite utilisé pour m'humilier. Sa voix se fit plus tendue. Il y a eu une dispute, une poussée, une chute. Lily s'est cassé l'épaule. Sa carrière a pris fin. Et elle a cru que c'était de sa faute parce qu'elle avait essayé de me défendre. Miss Marple comprit immédiatement. La honte, transformée en silence. La culpabilité, transformée en exil. Et elle s'est enfuie, murmura Lorraine. Elle a quitté la troupe. Elle m'a quitté. Elle a tout quitté. Cray ouvrit la bouche, mais Miss Marple leva la main. « Et hier soir ?» demanda doucement Miss Marple. Lorraine s'effondra. « Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas mourir dans la douleur, » murmura-t-elle. « Elle m'a demandé de l'emmener avec moi, de disparaître ensemble à nouveau, comme lorsque nous étions enfants et que nous faisions semblant de fuir le monde. Mais je ne pouvais pas. Je lui ai dit que nous devions chercher de l'aide. Elle s'est mise en colère. Elle m'a dit que je ne comprenais pas. Elle m'a dit que j'étais égoïste. » Miss Marple s'approcha. « Vous l'avez laissée en pleurs. »
Lorraine acquiesça tristement. Je pensais qu'elle se calmerait. J'avais l'intention de revenir. J'ai attendu devant le hall ce matin. En regardant, en espérant qu'elle sorte. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Mais elle n'est pas sortie. Non. La voix de Lorraine se brisa. Et quand j'ai vu l'agitation, j'ai compris. J'ai compris avant que quiconque ne parle. J'ai vu sa chaussure, sa robe. J'ai vu ma sœur allongée là. Trévalian murmura. Alors qui lui a brisé le cou? Lorraine leva les yeux vers lui avec une douleur si profonde qu'elle rendit l'atmosphère pesante. C'est Lily. Silence. Même Cray se figea. Miss Marple inspira doucement. Vous voulez dire... Lorraine se ressaisit. Elle a essayé de danser la valse qu'elle avait toujours aimée. Le tour qu'elle ne pouvait plus faire à cause de sa blessure à l'épaule. Celui qu'elle avait répété seule par orgueil obstiné. Et cela l'a tuée. Sa voix se brisa. Cela l'a tuée, Miss Marple. Trévalian se couvrit la bouche. Une chute auto-infligée qui aurait pu causer une telle fracture. Miss Marple acquiesça lentement. Le dernier défi d'une danseuse. Lorraine murmura. Et j'ai menti parce que je ne supportais pas de dire au monde entier que ma sœur était morte en essayant de danser seule dans une salle des fêtes. Je pensais que s'ils croyaient, autre chose, quelque chose de plus gentil. Miss Marple lui toucha le bras. Les gens mentent par vanité, oui, mais ils mentent aussi par amour. Cray se tenait là, bouleversé, son carnet mollement pendu à son côté. Mais la scène mise en scène, le gramophone, j'ai soulevé l'aiguille, murmura Lorraine. Elle détestait quand la musique s'arrêtait de manière inappropriée. J'ai pensé que je pouvais donner l'impression que tout était paisible, qu'elle n'était pas seule. Elle cligna des yeux pour retenir ses larmes, parce que je n'étais pas là quand elle avait besoin de moi. Miss Marple s'avança, la voix basse, d'une douceur bouleversante. « Vous étiez là, ma chère. Vous étiez la dernière personne qu'elle a vue, même si vous pensez le contraire. Le chagrin déforme le temps, mais l'amour reste. » Lorraine s'effondra. Ses épaules se affaissèrent. Sa respiration était saccadée. Et elle pleura, non pas en tant que Madame Penrose, ni en tant qu'artiste Lorraine Marquette, mais en tant que sœur qui avait porté 5 ans de culpabilité, qui avait enfin retrouvé sa sœur et qui l'avait perdue à nouveau. Miss Marple la serra doucement dans ses bras, tandis que le vent des prés faisait trembler les branches d'aubépine au-dessus d'elle. La vérité avait enfin fait surface. Mais le village ne l'apprécierait pas, et tous les cœurs ne l'accepteraient pas. Les sanglots de Lorraine s'apaisèrent en un tremblement fragile, du genre qui secoue les côtes longtemps après que les larmes ont cessé. Miss Marple la serra dans ses bras avec la douce force de quelqu'un qui avait soutenu d'autres personnes dans des tempêtes bien plus sombres que les ragots du village ne le laissaient supposer. L'inspecteur Cray se tenait à proximité, complètement dépassé, serrant son carnet comme un bouclier auquel il ne croyait plus. Finalement, Lorraine prit une inspiration si brusque qu'elle en eut mal. « Que va-t-il se passer maintenant » murmura-t-elle. Cray se raidit. Son autorité revint dans un élan de fanfaronnade prévisible. « Ce qui va se passer maintenant, c'est que vous venez avec moi au poste. Il y aura des questions, des déclarations, des accusations possibles. » « Inspecteur, » l'interrompit doucement Miss Marple, « on ne peut pas accuser quelqu'un de chagrin. » Cray rétorqua, « Elle a manipulé une scène de crime. »« Par amour, » répondit Miss Marple. « L'amour n'absout pas l'entrave à la justice, » marmonna Cray. Miss Marple soupira. « Non, inspecteur, mais la compréhension, oui. » Lorraine tordit ses mains, l'une contre l'autre. « Je n'ai jamais voulu faire de mal. Jamais. » Miss Marple acquiesça. « Je sais. » Cray poussa un soupir et fit les 100 pas.
Le médecin légiste aura besoin d'une cause officielle du décès. Le rapport du docteur Trevallian mentionnera la fracture du cou. Trevallian s'avança. Et je noterai également l'absence de contusion, de marques de lutte ou de blessures externes dues à une compression. La blessure correspond à une chute auto-infligée, cohérente avec une danseuse tentant un mouvement qu'elle ne pouvait pas exécuter en toute sécurité. Cray le fixa du regard. « Vous en êtes certain ?» Trevallian expira. « Aussi certain qu'on peut l'être sans en être témoin. La fracture était nette, mais les muscles environnants ne montrent aucun signe de pression externe. Il s'agissait d'un effondrement rotationnel. » Miss Marple acquiesça. Un mouvement de danseur qui a mal tourné. Lorraine se couvrit à nouveau la bouche, les larmes aux yeux. Elle repoussait toujours ses limites. Même quand nous étions enfants, elle sautait des clôtures, grimpait aux balustrades, dansait jusqu'à s'évanouir. Elle disait qu'elle devait ressentir la douleur pour se sentir vivante. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Et finalement, c'était la seule façon qu'elle connaissait pour partir. Lorraine se détourna, incapable d'affronter la vérité. La frustration de Cray ressurgit, moins à leur égard qu'à cause de l'effondrement du récit bien ordonné qu'ils souhaitaient. Très bien, mais les éléments mis en scène, le gramophone, l'apparence arrangée. Lorraine murmura, elle détestait les fins désordonnées. Miss Marple ajouta, « Et vous avez essayé de lui apporter la paix. » Cray appuya une main contre son front. « Nous avons toujours besoin d'une déclaration officielle. » Lorraine acquiesça avec un calme résigné. « Je viendrai. » Miss Marple posa doucement une main sur son épaule. « Pas seule ?» Cray cligna des yeux. « Miss Marple, c'est une affaire qui relève de la police. Et Lorraine réside à St. Mary Mead, sous un nom quelconque, depuis plusieurs semaines, » rétorqua Miss Marple. « Il est normal qu'elle soit accompagnée. Le poids moral de la vérité ne doit pas être porté seul. » Cray hésita, mais Trevallian intervint. « Ce serait peut-être prudent, inspecteur. » Cray poussa un profond soupir. « Très bien, mais uniquement parce que cela commence à ressembler à un cirque. » Miss Marple sourit doucement. « La ville est souvent, inspecteur. Nous la regardons simplement depuis des sièges différents. » Le retour au village fut lent. Lorraine avançait comme quelqu'un qui traverse les vestiges d'un rêve dans lequel elle aimerait pouvoir replonger. Miss Marple resta près d'elle, sa présence rassurante offrant à Lorraine un fragile lien avec le monde. Lorsqu'elles arrivèrent dans la rue principale, les portes s'entr'ouvrirent. Les rideaux bougèrent. Le murmure discret des spéculations épaississait déjà l'atmosphère. Madame Price Ridley se tenait devant l'épicerie, les mains sur les hanches, tel un général attendant ses troupes. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de Lorraine, flanquée de Miss Marple et de l'inspecteur Cray. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle. « Eh bien, j'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Madame Penrose. » Miss Marple l'interrompit avec une douceur qui cachait une grande fermeté. « Madame Price Ridley, la seule chose étrange ici, c'est la vitesse à laquelle les ragots se propagent entre des bouches qui devraient peut-être envisager de se taire. » La femme ferma la bouche d'un claquement. Cray jeta un regard en coin à Miss Marple. Était-ce de la gratitude? De l'amusement? Impossible à dire. Lorraine garda la tête baissée. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle, « ne les laissez pas me regarder. » La voix de Miss Marple s'adoucit. « Ma chère, les gens vous regardent parce qu'ils ont peur. Pas de vous, mais de ce que votre histoire révèle de la fragilité de la leur. » Cette vérité réconforta Lorraine plus que n'importe quelle parole. Ils continuèrent leur chemin. Près de la poste, M. Hawthorne sortit, chapeau à la main, l'air étonnamment doux. « C'est terrible, mademoiselle, qui que vous soyez, terrible. Personne ne mérite une telle fin. » Lorraine murmura.
Merci. Miss Marple remarqua la chaleur dans son regard et la nota mentalement. La compassion venait souvent de sources inattendues. Plus loin, le village apparut, autrefois théâtre de rituels quotidiens, aujourd'hui suspendu dans le silence. La femme du vicaire, Madame Blitt, sortit du presbytère avec un sérieux tranquille. Elle s'approcha de Lorraine à pas légers. « Ma chère, dit-elle doucement, quoi qu'il se soit passé, quelle que soit la douleur que vous portez, vous n'avez pas à l'affronter seule. » Les yeux de Lorraine se remplirent à nouveau de larmes. Miss Marple la sentit vaciller légèrement et la stabilisa en lui tenant le bras. Cray s'éclaircit la gorge, mal à l'aise face à toute cette tendresse. « Nous devons y aller. » Madame Bliss toucha la main de Lorraine avant de reculer. « Que Dieu vous protège !» Lorraine murmura quelque chose qui ressemblait à une prière, mais s'interrompit à mi-chemin. À la gare, une pièce avait été préparée. Une table simple, 2 chaises, une petite fenêtre laissant entrer la lumière fraîche de l'après-midi. Cray fit signe à Lorraine de s'asseoir. Miss Marple resta à ses côtés sans demander la permission. Cray s'assit sur la chaise en face d'elle et ouvrit son carnet. Le docteur Trevallian se tenait debout contre le mur, les bras croisés. « Commençons, » dit Cray. « Donnez-moi votre vrai nom pour le procès-verbal. » Lorraine déglutit. « Lorraine Marquette. »« Ancienne danseuse ?»« Oui. »« Sœur de Lily Marquette. »« Oui. » Cray se pencha en avant. « Racontez-moi ce qui s'est passé hier soir. » Lorraine prit une inspiration tremblante. Miss Marple posa doucement sa main sur la sienne. Lorraine commença. « Je l'ai trouvée dans le couloir. Elle s'entraînait seule. Elle disait vouloir se sentir à nouveau elle-même. Elle a essayé le tour qui lui avait coûté sa carrière. Je l'ai suppliée d'arrêter. Elle a refusé. Elle a réessayé, encore et encore. Et puis, sa voix s'est brisée. Miss Marple a terminé à sa place, doucement. Elle est tombée. Lorraine a acquiescé, les larmes coulant sans retenue. J'ai couru vers elle, mais elle était déjà morte. Cray resta silencieux. Même lui ne pouvait insister davantage. Finalement, il s'éclaircit la gorge. Compte tenu des circonstances, je vais devoir consulter le chef de la police. Mais cela ne semble pas être un meurtre. Lorraine pleura de soulagement, des sanglots silencieux et épuisés. Miss Marple lui tint la main. Et bien que la justice ait trouvé sa réponse, l'expression de Miss Marple trahissait quelque chose de plus profond. Pas de soulagement, de compréhension. Car le chagrin, la culpabilité et l'amour ne s'arrêtent pas à la vérité. Ils persistent. Et Sainte Mary Mead était sur le point de ressentir le poids de cette persistance. Les sanglots silencieux de Lorraine s'estompèrent dans le calme creux de la petite salle d'interrogatoire, laissant derrière eux un silence si fragile que même respirer semblait intrusif. L'inspecteur Cray s'éclaircit la gorge avec une autorité forcée, mais il avait perdu toute confiance. L'affaire qu'il pensait avoir mise au point s'était échappée comme de la fumée de toutes les certitudes qu'il avait tenté d'imposer. Miss Marple observait Lorraine avec une tendresse qui n'était pas de la pitié, mais de la compréhension. Les vérités profondes de la nature humaine étaient rarement assez claires pour les tribunaux. Cray se leva brusquement. « Je vais téléphoner au chef de la police. Nous déciderons de la marche à suivre. Ne quittez pas le commissariat. » Lorraine ne répondit pas. Son regard s'était posé sur ses mains, des mains fines aux os de danseuse, des mains qui autrefois imitaient les mouvements de celles de sa sœur et qui maintenant tremblaient dans un terrible immobilisme. Le docteur Trevallian toucha légèrement le bras de Miss Marple. Devrait-elle se reposer? Elle semble au bord de l'effondrement. Miss Marple secoua la tête. Pas encore. Elle a encore quelque chose à dire. Lorraine expira bruyamment. J'ai dit la vérité. En grande partie, dit doucement Miss Marple.
Lorraine releva brusquement la tête. « Que voulez-vous dire ? J'ai tout dit. » Miss Marple soutint son regard. « Vous nous avez dit pourquoi elle était tombée. Vous nous avez dit pourquoi elle s'était cachée. Vous nous avez dit pourquoi vous étiez venu. Mais vous ne nous avez pas dit pourquoi vous étiez resté. » La gorge de Lorraine se serra. « Je suis resté parce que je l'ai trouvée. » « Non, » dit doucement Miss Marple. « Vous êtes resté parce qu'elle vous a demandé de ne plus la quitter. » Lorraine eut le souffle coupé. Elle pressa ses mains contre son visage, comme si le fait de bloquer ses mots pouvait les effacer. Trevelyan s'avança. « Miss Marple, cette femme est épuisée. »« Et le chagrin est un instrument contondant, docteur, » répondit Miss Marple. « Il déforme la vérité jusqu'à la rendre méconnaissable. Mais Lorraine peut supporter la vérité, car elle a vécu des choses bien pires. » Lorraine baissa lentement les mains. Ses yeux, bien que rouges et gonflés, reflétaient la lucidité propre à une confession. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, elle m'a supplié de ne pas partir. » Sa voix se brisa. Elle a dit qu'elle ne voulait pas mourir seule. Miss Marple acquiesça. « C'est pourquoi vous êtes resté auprès de son corps. Pourquoi vous avez retiré l'aiguille? Pourquoi vous avez lissé ses cheveux? Pourquoi vous avez réarrangé la scène comme si vous prépariez une dernière représentation ?» Lorraine s'essuya les joues. « Je ne pouvais pas laisser ces derniers instants être. » Elle déglutit. Le chaos, la peur, la douleur, elle aurait détesté ça. « Et donc, » dit doucement Miss Marple, « vous lui avez offert une scène. » Lorraine acquiesça, brisée mais honnête. La voix de Trevelyan s'abaissa. Elle n'était pas seule à la fin. « Non, » murmura Lorraine, « elle ne l'était pas. » Miss Marple regarda la vérité s'installer, lourde, douloureuse, mais enfin complète. Elle pouvait sentir son poids passer des épaules de Lorraine à la pièce elle-même, laissant Lorraine plus petite, épuisée, mais étrangement en paix. Avant que quiconque puisse reprendre la parole, le bruit de voix élevées filtrèrent à travers les minces murs du couloir de la gare. Des chuchotements aigus, le bruissement des manteaux, des pas précipités. Cray revint quelques instants plus tard, l'air tendu et inquiet. « Des problèmes ?» marmonna-t-il. « La moitié du village s'est rassemblée dehors. » Lorraine se raidit. « Dehors? Pourquoi ?» Miss Marple comprit immédiatement. « Parce que les secrets, lorsqu'ils sont révélés, effraient davantage les gens que les crimes. » Cray grimaça. « Ils exigent de savoir ce qui s'est passé. Madame Price Ridley les pousse à la frénésie. » Bien sûr, cette femme avait la subtilité d'un fouet et le sang-froid d'une guêpe. Miss Marple se leva. « Inspecteur, si vous y allez seul, ils vous submergeront de demi-vérités, jusqu'à ce qu'elles deviennent de purs mensonges. Laissez-moi m'en occuper. » Cray cligna des yeux. « Vous voulez... quoi? Donner une conférence de presse ?» Miss Marple esquissa un sourire. « Quelque chose comme ça. » Lorraine agrippa le bord de la table. « S'il vous plaît, ne leur dites pas tout. Ne les laissez pas déformer la vérité. » « Ma chère, » dit Miss Marple en posant une main sur la sienne, « la vérité ne devient laide que lorsqu'elle est laissée entre les mains de ceux qui ont peur. J'ai l'intention de m'adresser à leur humanité. » Lorraine acquiesça d'un signe de tête tremblant. Cray hésita. « D'accord. Je suppose que vous avez plus de chance que moi de les calmer. » Miss Marple esquissa un petit sourire sec. « Inspecteur, une pierre a plus de chance que vous de les calmer. » Il ouvrit la bouche, se ravisa et lui fit signe de se diriger vers la porte. Dehors, les villageois s'étaient rassemblés comme une marée murmurante. Des chuchotements flottaient dans l'air, mêlant soupçons, peur et jugements sévères. Madame Price Ridley se tenait au premier rang, le menton levé, tel un coq prêt à chanter. « Miss Marple !» cria-t-elle, comme si elle appelait un domestique défaillant. « Nous exigeons de savoir ce qui s'est passé. Nous avons vu cette femme amenée ici sous escorte policière. »
Miss Marple leva doucement la main et la foule se tut. « Chers habitants de St. Mary Mead, commença-t-elle d'une voix calme mais assurée, ce qui s'est passé ici n'est pas un scandale, ni un acte criminel, ni une honte pour le village. » Les murmures s'atténuèrent, la curiosité prenant le pas sur l'indignation. « Une femme est morte, » dit Miss Marple. « Une danseuse, une sœur, une âme qui portait plus de chagrin que nous ne le savions. Et elle n'est pas morte par violence, ni par malveillance, ni par cruauté, mais sous le poids de son propre passé brisé. » Plusieurs villageois échangèrent des regards inquiets. Le regard de Miss Marple les balaya. Et une autre femme, sa sœur, est venue ici non pas pour lui faire du mal, mais pour la retrouver, pour la serrer dans ses bras, pour lui pardonner, pour être pardonnée. Un silence s'installa, inattendu, fragile, sincère. Elle s'est déguisée, poursuivit Miss Marple, parce que la culpabilité fait des choses étranges au cœur. L'amour fait des choses encore plus étranges. Mais au final, ni le déguisement ni le chagrin n'ont empêché la tragédie de se produire. La foule écoutait, le souffle coupé. « Ce que nous leur devons à toutes les deux, » dit Miss Marple. « Ce n'est pas un jugement, c'est la miséricorde. » Ces mots eurent l'effet d'un coup de marteau moral. Madame Price Ridley déglutit visiblement. Miss Marple s'approcha de la foule. Le monde au-delà de ce village est cruel, dur, impitoyable, que St. Mary Mead ne le reflète pas aujourd'hui. Silence. Puis Madame Blythe s'avança, le regard doux. Elle a assez souffert. Mademoiselle Hartnell acquiesça. Pauvre femme. Monsieur Copley murmura. Laissons-la faire son deuil. Le vent tourna. La peur se dissipa pour laisser place à une compréhension solennelle. Miss Marple respira doucement. Bien. Mais elle savait que le jugement final n'était pas encore tombé. Derrière elle, à travers les vitres de la gare, Lorraine était assise seule, les mains jointes, attendant le verdict non pas de la justice, mais de son propre cœur. Et Miss Marple sentait que quelque chose n'était pas encore résolu. Une ombre persistante, une vérité encore tue. La dernière étape, la révélation finale, le jugement émotionnel définitif. Tout cela attendait encore. Même si la tension de la foule s'était dissipée pour laisser place à un silence empreint d'une compassion mal à l'aise, Miss Marple le sentait, le léger tiraillement d'un fil qui restait suspendu. Le chagrin, oui. De la miséricorde, oui. Mais sous ces sentiments, enfouis comme une légère contusion sous de la soie, se trouvait une petite question tenace qui refusait de trouver sa réponse. Le village se dispersait. Madame Blythe raccompagna les dernières simples femmes qui murmuraient. Le vicaire s'attarda, le front plissé dans une prière silencieuse. L'inspecteur Cray se tenait à la porte du poste de police, regardant les villageois partir comme s'il était surpris qu'il n'ait pas sombré dans le chaos. Mais Miss Marple restait parfaitement immobile. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de discret, de délicat, mais indéniablement anormal. Cray remarqua son expression. « Quoi encore ?» murmura-t-il. « Ne me dites pas qu'il y a une autre complication. »« Il y a toujours une dernière complication, inspecteur, » répondit doucement Miss Marple. « Surtout lorsque les cœurs tentent de se protéger mutuellement de la vérité. » Cray gémit. « Si c'est encore à propos de la sœur. »« Non, » dit doucement Miss Marple. « Cela concerne Lily. » Cray cligna des yeux. « La femme morte ?»« Oui. » Trevalian s'approcha. « Miss Marple, elle est tombée. Nous avons établi cela. »« Oh oui, » acquiesça Miss Marple. « Elle est tombée. Mais la question est, pourquoi alors? Pourquoi à ce moment précis ?» Cray fronça les sourcils. « Quelle différence cela fait-il ?»« Une différence importante, » murmura Miss Marple. « Parce que Lily Marquette n'a pas simplement glissé dans un virage dangereux,
Elle a tenté de le faire à un moment où elle se croyait complètement seule. Trevelyan fronça les sourcils. Elle était seule. Miss Marple secoua la tête. Non, elle croyait l'être, mais elle ne l'était pas. Cray cligna des yeux. Quelqu'un était là? Pas Lorraine, dit Miss Marple. Elle est partie après leur dispute. Son regard se porta vers la route qui menait au parc, le chemin que Lily aurait emprunté la nuit dernière. Elle a été vue en train de se disputer avec une inconnue, dit Miss Marple. Une femme, grande, un long manteau. Lorraine, dit Cray avec impatience. Non, répéta Miss Marple plus calmement. C'est ce que nous avons supposé. Mais Lorraine était en larmes et pressée. La femme aperçue plus tard près du bureau de poste était d'une autre taille. Elle avait une démarche différente. Trevelyan se raidit. Quelqu'un d'autre est venu au hall. Oui, répondit Miss Marple. Quelqu'un que Lily ne s'attendait pas à revoir. L'air sembla se figer. Cray se redressa. Qui? Miss Marple recula vers la porte de la gare. Lorraine était assise à l'intérieur, recroquevillée, inconsciente de leur approche. Son visage était encore strié de larmes, mais ses yeux, lorsqu'elle leva la tête, étaient remplis d'une émotion beaucoup plus vive. La peur. Miss Marple soupira doucement. « Ma chère, dit-elle à Lorraine, voudriez-vous dire à l'inspecteur qui d'autre savait que vous étiez à St. Mary Mead ?» Lorraine retint son souffle. « Je n'en ai parlé à personne. » Miss Marple pencha la tête. « Pas avec des mots. Mais quelqu'un vous a suivi. Quelqu'un qui contrôlait votre carrière. Quelqu'un dont vous fuyiez tous les deux l'attention. » Lorraine pâlit. « Non, murmura-t-elle. Pas lui. » Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans le ton de Miss Marple, non pas triomphant, mais triste. Oui, le producteur, l'homme qui a poussé Lily, la raison pour laquelle elle s'est enfuie. Cray jura entre ses dents. « Il a dû vous suivre, » continua Miss Marple. « Il a peut-être intercepté la lettre, ou peut-être vous a-t-il vu quitter votre logement. Les hommes comme lui ne renoncent pas au contrôle, même après des années. » Les mains de Lorraine tremblaient violemment. « Mais Lily n'a jamais parlé de lui, parce qu'elle était terrifiée par lui, » dit doucement Miss Marple. « Et quand il l'a trouvée en train de s'entraîner dans le hall hier soir, seule, fragile, désespérée, elle a paniqué. Elle a tenté le tournant parce qu'elle se produisait toujours courageusement devant lui. » Lorraine se couvrit la bouche. C'est vrai, elle se surpassait toujours quand il la regardait. « Et cette fois ?» dit Miss Marple d'une voix douce comme de la poussière qui tombe. Son corps n'a pas pu le supporter. Cray s'écria. « Alors où est-il maintenant ?» Les yeux de Miss Marple s'adoucirent. « Parti. Il est parti avant l'aube. Les hommes comme lui partent toujours avant que les conséquences ne se manifestent. » Trevelyan recula. « Et la personne qui observait sous le saule ?»« Lorraine, » dit Miss Marple. Le parfum était le sien. La peur était la sienne. Mais la dispute que Madame Price Ridley a entendue, c'était Lily avec lui. Lorraine éclata en nouveaux sanglots. « Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était là. » Miss Marple posa une main sur son bras. « Vous ne pouviez pas le savoir. Lily ne vous l'a pas dit parce que la honte l'a réduite au silence. Elle est morte en croyant qu'elle avait encore quelque chose à prouver. » Cray appuya une main sur son front. « Alors, nous ne le trouverons jamais. » Miss Marple secoua la tête. « Non, inspecteur. Mais nous avons découvert la vérité qui compte. » Lorraine leva lentement les yeux. « Quelle vérité? Que Lily n'est pas morte abandonnée, » répondit Miss Marple. « Elle est morte en se battant, en défiant les ombres qui la poursuivaient. Et vous, c'est vous qu'elle souhaitait voir en dernier, pas lui. » Les sanglots de Lorraine s'atténuèrent, mais les larmes continuèrent de couler.
régulière et silencieuse. Cray s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Eh bien, je suppose qu'il n'y a pas de crime à poursuivre ici. » Miss Marple lui adressa un sourire doucement ironique. « Il y a toujours un crime quelque part, inspecteur. Dans ce cas, il s'est produit il y a 5 ans, et son ombre a finalement atteint St. Mary Mead. » Trevalian murmura. « Alors, que faisons-nous ? » ?»« Nous rétablissons la paix, » dit Miss Marple, « de la seule manière possible. » Les funérailles furent modestes, calmes, dignes. Miss Marple se tenait avec Lorraine sous les ifs, tandis que le vicaire prononçait des paroles douces et chaleureuses sur une vie brisée bien avant sa fin. Les villageois étaient présents, non par curiosité, mais par compassion. Même la vivacité habituelle de Madame Price Ridley s'était estompée pour laisser place à une sincérité solennelle. La robe turquoise était pliée sous le couvercle du cercueil. La dernière scène d'une danseuse. Alors que le dernier hymne s'éteignait, Lorraine toucha la main de Miss Marple. « Merci, » murmura-t-elle. « De l'avoir vue, de m'avoir vue. » La voix de Miss Marple était douce. « Ma chère, le monde est plein de gens qui regardent. Très peu voient vraiment. » Lorraine ferma les yeux, envahie par un sentiment de paix qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Miss Marple se tourna vers le village tranquille, au-delà des murs du cimetière. La vie continuerait. Les commérages, la pâtisserie, les jardins, l'été, le tout enveloppé dans le confort rassurant de la routine anglaise. Mais sous ce confort, une leçon subsistait. Le cœur humain porte à la fois la lumière et l'ombre, et la miséricorde se trouve souvent dans la compréhension de cette différence.